Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'une interview de Tucker Carlson qui n'a pas fait autant de bruit que celle qu'il avait entretenue avec Poutine, qui, je rappelle, avait fait 19 millions de vues. Rien que ça. En effet, Tucker Carlson, qui a interviewé Mike Pence en second lieu, a eu le génie de mettre cette interview juste après celle de Poutine. Il a donc interviewé Mike Pence, et cet homme n'est pas n'importe qui, car il travaillait au Cyberdépartement d'État aux États-Unis. Il est maintenant directeur exécutif de la fondation Freedom. Cet homme nous explique le type de censure appliquée par le complexe militaro-industriel et comment il renverse les gouvernements qui ne leur plaisent pas. Et en plus de ça, mes amis, j'ai trouvé pour vous la version en français. Mais avant de regarder Mike Pence, on regardera d'abord comment la censure qui monte en France avec les mondialistes au sein de notre État s'organise pour nous museler. Allez, c'est parti. Madame, Monsieur, notre pays est en train de rompre définitivement avec 80 ans de liberté d'expression en instaurant un véritable ministère de la censure. Avec sa nouvelle agence Viginum, l'État développe à grande vitesse une effrayante machine de censure et de surveillance des citoyens. Si nous ne faisons rien, les analystes et médias indépendants seront bientôt totalement empêchés de vous informer sur les sujets sensibles. Et vous, en tant que citoyen curieux, vous serez systématiquement fichés pour les opinions incorrectes que vous exprimerez sur les réseaux, y compris sous pseudonyme, et pire encore, vous serez associé aux opinions de vos proches, contacts ou simplement ceux avec qui vous discutez en ligne. Vous doutez de l'innocuité d'un vaccin? Fiché. Vous vous interrogez sur la corruption des grands lobbies? Fiché. Vous avez un avis différent sur les gilets jaunes, la révolte des agriculteurs ou la guerre en Ukraine? Fiché. Vous vous informez hors des médias subventionnés? Fiché. Et votre vie pourra alors basculer. Ceci n'est pas une exagération, et je vais vous le démontrer dans une seconde. Je m'appelle Guy de Lafortelle, je suis analyste indépendant et cofondateur du média Tocsin avec la journaliste Clémence Oudiakova. Je lance aujourd'hui un appel urgent à tous ceux qui veulent défendre ce qu'il nous reste de liberté d'expression. Je vous demande de signer notre grande pétition pour dire non au ministère de la censure en France. Le 14 février dernier, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 4 liberticide de la loi sur les dérives sectaires. Olivier Véran lui-même l'a reconnu en traitant le professeur Raoult de gourou qui porte la blouse comme Raël porte la tunique. L'objectif est bien de punir les opinions dissidentes en médecine. La veille, le 13 février, le Conseil d'État a sommé l'Arcom, l'autorité qui régule radio et télévision en France, de mieux contrôler l'orientation idéologique de CNews, comme si c'était le rôle de l'État de décider quelles idées sont dignes d'être vues à la TV. Brièvement, il y a deux questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et donc je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, je me permettrais juste de noter que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. Voilà, donc là, celui que vous entendez à la fin, c'est le président de cette commission d'enquête. Voilà, donc vous entendiez donc Aurélien Saint-Toul, député LFI, poser cette question personnelle. Que pensez-vous personnellement de l'assassinat de journalistes palestiniens et la censure du gouvernement israélien? Alors, on est d'accord ou pas d'accord, dans tous les cas, c'est ici du jugement de pensée.
Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre attaque qui a eu lieu exactement le même jour au Sénat cette fois-ci. Donc, écoutez Nicolas Tenzer, donc toujours ce jeudi 29 février. Écoutez ça. Il y avait des organismes aussi directement liés à la Russie, le journal Omerta en particulier. Un exemple, je ne comprends pas comment ce journal n'est encore, quelle que soit la liberté d'expression, soit encore disponible. Alors, ce matin, j'ai découvert en me levant les propos que vous venez d'entendre. Ça m'a rappelé des souvenirs, parce que Omerta, ce n'est pas la première fois que nous sommes attaqués. Là, simplement, je suis un petit peu énervé, si vous voulez, parce que par rapport à ce monsieur qui est tranquillement assis sur son fauteuil, nous, on revient du front. On revient du front en Ukraine. On a connu l'horreur des tranchées, l'horreur des drones, l'horreur de cette guerre, et on rapporte ce qu'on a vu parce qu'on est des journalistes. Monsieur Tenzer, nous sommes des journalistes. Vous voulez nous interdire, vous voulez interdire les autres. Vous en avez cité d'autres. Et comme par hasard, un petit peu rattrapé par votre mauvaise conscience, vous dites « Ah oui, mais il y a quand même la liberté d'expression. » Nous sommes allés partout, nous sommes un média international, un média français, de reportages, de documentaires, d'investigations. Il est facile de vérifier, il est facile de regarder. Maintenant, cessez vos propos, cessez cette haine absolue et ce sentiment malsain qu'on a de plus en plus, et nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes en France, nous sommes le pays de la liberté d'expression, la patrie des droits de l'homme, la patrie de la liberté. Et c'est ce qu'incarne Omerta. Nous sommes accusés dans ces propos avec Madame Caroline Galacteros. Regardez cet entretien, vous comprendrez que ces propos sont absolument scandaleux. Au Kremlin, ce qu'on appelle parfois les médias dits de réinformation, mais en général, la réinformation, c'est l'information pro-russe, soyons parfaitement clairs. Vous avez une presse complotiste, comme France Soir. Vous avez des organismes aussi directement liés à la Russie, le journal Omerta en particulier. Un exemple, je ne comprends pas comment ce journal n'est encore, quelle que soit la liberté d'expression, soit encore disponible. Vous avez, par exemple, des officines Géopragma, dirigées par Madame Galacteros, ancienne conseillère politique des affaires étrangères de M. Zemmour pendant la campagne électorale. Question juridique. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons un certain nombre de complications. C'est-à-dire que, aussi bien je crois qu'il y a effectivement à faire attention au risque liberticide qui avait été évoqué par David Colomb à l'instant, autant je pense que nous sommes bons aussi sur tout ce qui concerne, je dirais, le traçage. Maintenant on a plus de vigilance, on a plus de repérage, autant sur l'aspect répressif, soit nous n'allons pas jusqu'au bout des moyens disponibles, nous n'allons pas jusqu'au bout dans l'action de répression. Sous prétexte de supposée ingérence étrangère, le pouvoir cherche manifestement à faire taire les opinions qui le dérangent. Et pour cela, l'État français dispose désormais d'une arme redoutable à sa disposition avec l'agence Viginum. Cette arme de guerre a été créée en 2021 par le gouvernement d'Emmanuel Macron, par simple décret, sans même passer par le Parlement. La CNIL avait déjà alors exprimé de lourdes craintes, car l'agence s'est vue octroyer un droit inédit et extrêmement inquiétant: dresser une fiche précise de vos opinions via la surveillance des réseaux sociaux. Elle peut enregistrer et croiser tous vos agissements sur Facebook, Twitter, X, YouTube, etc. et communiquer tout cela à d'autres services de l'État. Vous avez aimé l'opinion d'un opposant au président Macron? Viginum le sait. Un petit pouce bleu pour soutenir le professeur Raoult? Viginum le sait. L'agence peut faire le compte de toutes vos mauvaises opinions et conduire à vous faire censurer. Ce sera pire encore si elle vous considère comme quelqu'un de trop influent. Qui sait, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le droit à la totale, contrôle fiscal, fermeture de votre compte bancaire, poursuite judiciaire, etc., etc. Viginum est un véritable cauchemar pour nos libertés. Mais pourquoi cette agence n'a pas fait parler d'elle avant, alors qu'elle a été créée il y a 2 ans? La raison est qu'elle était dirigée jusqu'à l'été dernier par un haut fonctionnaire apparemment intègre, Gabriel Fériol. Problème, il n'était pas suffisamment agressif contre certains mouvements d'idées. Alors, il a été viré.
Bientôt, ça ne servira plus à rien d'aller en Corée du Nord pour voir si c'est pire, parce que c'est vrai que là, ça s'arrange pas. Nouvelle proposition de loi votée à l'Assemblée nationale, je vous lis. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Alors, on résume. En gros, t'es chez toi, bon, t'as des propos qui effectivement sont pas conformes à la loi, ton petit cousin 14 ans, pleine poussée d'herpès et pas content, il va te balancer aux flics. Voilà, parce que tu as tenu des propos qui vont pas dans la loi. On notera que la loi a été votée. Regardez le scrutin, 0 contre. Voilà, 0 contre. Ça a été 148 votants, 0 contre. Rassemblement national abstenu, la France insoumise abstenue. Personne n'a voté contre. Que du plaisir. Donc voilà, les réseaux sociaux, la censure, ça allait pas. Maintenant, on vient vous censurer chez vous. C'est quand même sympa, putain, la démocratie. Aujourd'hui, la censure moderne n'a plus aucune ressemblance avec les régimes de censure antérieurs des pays et époques précédents. Notre censure s'appuie sur la lutte contre la désinformation et la malinformation, et la chose clé à savoir à ce sujet est qu'ils sont partout et bien sûr, ils n'ont aucune référence quant à savoir si ce que vous dites est vrai ou non. En d'autres termes, vous pouvez dire quelque chose qui est factuellement exact et incompatible avec votre propre conscience. Et dans les versions précédentes de l'Amérique, vous aviez le droit absolu de dire ces choses. Mais parce que quelqu'un ne les aime pas ou parce qu'ils ne conviennent pas au plan des gens au pouvoir, ils peuvent être dénoncés comme de la désinformation et vous pourriez être privé de votre droit. Droit de les exprimer en personne ou en ligne. En fait, exprimer ces choses peut devenir un acte criminel et il est important de savoir d'ailleurs que ce n'est pas seulement le secteur privé qui fait cela, ces efforts sont dirigés par le gouvernement américain que vous payez et au moins théoriquement possédez. C'est votre gouvernement, mais il vous prive de vos droits à très grande vitesse. La plupart des gens comprennent cela intuitivement, mais ils ne savent pas comment cela se produit. Comment se produit la censure? Quelle en est la mécanique? Mike Benze, nous pouvons le dire avec une certaine confiance, l'expert mondial sur la manière dont cela se produit. Mike Benze avait le portefeuille cyber au département d'État, et nous allons avoir une conversation avec lui sur un type de censure très spécifique, qui émane du légendaire complexe militaro-industriel, de notre industrie de défense et de l'establishment de la politique étrangère de Washington. C'est important maintenant, car nous sommes à l'aube d'une guerre mondiale et on peut donc s'attendre à une augmentation spectaculaire de la censure. Mike, merci beaucoup d'être venu avec nous. Si vous pouviez simplement nous expliquer comment l'establishment de la politique étrangère, les sous-traitants de la défense, le ministère de la Défense et tout le cluster, la constellation d'institutions liées à la défense et financées par l'État, nous privent de notre liberté d'expression. Bien sûr. Vous savez, l'une des façons les plus simples de commencer l'histoire est de parler de la liberté sur Internet. Et il est passé de la liberté sur Internet à la censure sur Internet parce que la liberté d'expression sur Internet était un instrument de gouvernement presque dès le début de la privatisation d'Internet en 1991. Nous l'avons rapidement découvert grâce aux efforts du département de la Défense, du département d'État et nos services de renseignement, que les gens utilisaient Internet pour se rassembler sur des blogs et des forums, et que la liberté d'expression était défendue plus que quiconque par le Pentagone, le département d'État et notre sorte d'architecture bloc d'ONG découpée par la CIA comme moyen de soutenir les groupes dissidents partout dans le monde afin de les aider à renverser les gouvernements autoritaires comme on les prétendait en quelque sorte. Essentiellement, la liberté d'expression sur Internet a permis des opérations de changement de régime instantané afin de faciliter le programme du département d'État de l'establishment de la politique étrangère. Google en est un excellent exemple. Google a commencé grâce à une subvention de la DARPA accordée par Larry Page et Sergey Brin lorsqu'il était titulaire d'un doctorat à Stanford, et ils ont obtenu leur financement dans le cadre d'un programme conjoint de la CIA et de la NSA visant à cartographier comment ils ont lancé Google et sont rapidement devenus un entrepreneur militaire. Par la suite, ils ont obtenu Google Maps essentiellement en achetant un logiciel satellite de la CIA. Et la capacité de suivre, d'utiliser la liberté d'expression sur Internet comme moyen de contourner le contrôle de l'État sur les médias, des commissariats de la CIA ou des ambassades ou des consulats d'une manière totalement turbo-compressée. Et toute la technologie de la liberté d'expression sur Internet a été initialement créée par notre État de sécurité nationale. VPN, réseau privé virtuel pour masquer votre adresse IP. Tor, le dark web pour pouvoir acheter et vendre des biens de manière anonyme, des discussions cryptées de bout en bout.
Toutes ces choses ont été créées initialement sous forme de projets DARPA ou de projets conjoints de la CIA et de la NSA pour pouvoir aider les groupes soutenus par les services de renseignement à renverser les gouvernements qui posaient des problèmes à l'administration Clinton, à l'administration Bush ou à l'administration Obama. Et ce plan a fonctionné comme par magie entre 1991 et 24 environ, lorsque l'on a commencé à faire volte-face en ce qui concerne la liberté d'Internet et son utilité. Le point culminant de ce type de moment de liberté d'expression sur Internet a été le printemps arabe en 21, lorsque tous les gouvernements adversaires de l'administration Obama, l'Égypte, la Tunisie, ont tous commencé à être renversés sur Facebook, révolution Twitter. Et le département d'État travaillait en étroite collaboration avec les sociétés de médias sociaux pour pouvoir maintenir les médias sociaux en ligne pendant ces périodes. Il y a eu un célèbre appel téléphonique de Jared Cohen de Google à Twitter pour ne pas effectuer la maintenance prévue afin que le groupe d'opposition préféré en Iran puisse utiliser Twitter pour remporter ses élections. C'était donc la liberté d'expression était au départ un instrument de l'art politique, issu de l'état de sécurité nationale. Toute cette architecture, toutes les ONG, les relations entre les entreprises technologiques et l'état de sécurité nationale étaient établies depuis longtemps pour la liberté. En 214, après le coup d'État en Ukraine, il y a eu un contre-coup inattendu où la Crimée et le Donbass se sont séparés. Et ils ont rompu avec un filet de sécurité essentiellement militaire auquel l'OTAN n'était absolument pas préparée à l'époque. Et lorsque les cœurs et les esprits de la population de Crimée ont voté en faveur de l'adhésion à la Fédération de Russie, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le concept de liberté d'expression sur Internet aux yeux de l'OTAN. Selon eux, la nature fondamentale de la guerre a changé à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'OTAN a déclaré quelque chose qu'elle a d'abord appelé la doctrine Gerasimov, qui porte le nom de ce général militaire russe, qui, selon eux, avait prononcé un discours selon lequel la nature fondamentale de la guerre avait changé. Il n'est pas nécessaire de gagner des escarmouches militaires pour conquérir l'Europe centrale et orientale. Tout ce que vous avez à faire est de contrôler les médias et l'écosystème des médias sociaux, car c'est ce qui contrôle les élections. Et si vous mettez simplement la bonne administration au pouvoir, elle contrôle l'armée. Il est donc infiniment moins coûteux que de mener une guerre militaire de simplement mener une opération d'influence politique organisée sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Une industrie avait été créée, réunissant le Pentagone, le ministère britannique de la Défense et Bruxelles pour former une organisation de guerre politique organisée, essentiellement une infrastructure créée, initialement stationnée en Allemagne et en Europe centrale et orientale pour créer des zones tampons psychologiques, essentiellement pour créer la possibilité de permettre à l'armée de travailler avec les sociétés de médias sociaux pour censurer la propagande russe ou pour censurer les groupes populistes de droite nationaux en Europe qui montaient en puissance politique à l'époque en raison de la crise des migrants. Il y a donc eu le ciblage systématique par notre département d'État, par notre SI, par le Pentagone, de groupes comme l'AfD en Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne là-bas, et de groupes en Estonie, Lettonie, Lituanie. Maintenant, quand le Brexit s'est produit en 21, c'est-à-dire, ce moment de crise où, tout à coup, il n'avait plus à se soucier uniquement de l'Europe centrale et orientale. Cette idée du contrôle russe sur les cœurs et les esprits arrivait vers l'Ouest. Et voilà, le Brexit a eu lieu le 21 juin. Le mois suivant, lors de la conférence de Varsovie, l'OTAN a officiellement modifié sa charte pour s'engager expressément dans la guerre hybride comme nouvelle capacité de l'OTAN. Ils sont donc passés, vous savez, de 70 années de temps à ce renforcement explicite des capacités de censure des tweets s'il était considéré comme des mandataires russes. Il s'agissait désormais de groupes du Brexit ou de groupes comme Matteo Salvini en Italie ou en Grèce ou en Allemagne ou en Espagne avec le parti Vox. Et à l'époque, l'OTAN publiait des livres blancs affirmant que la plus grande menace à laquelle l'OTAN était confrontée n'était pas réellement une invasion militaire de la Russie. Fait perdre les élections nationales dans toute l'Europe au profit de tous ces groupes populistes de droite qui, parce qu'ils étaient pour la plupart des mouvements de la classe ouvrière, faisaient campagne sur une énergie russe bon marché à un moment où les États-Unis faisaient pression en faveur d'une politique de diversification énergétique. Et c'est ainsi qu'ils ont avancé l'argument après le Brexit. Désormais, l'ensemble de l'ordre international fondé sur des règles s'effondrerait à moins que l'armée ne prenne le contrôle des médias, car le Brexit donnerait lieu à des fragmentations en France avec Marine Le Pen,
à des fragilisations en Espagne avec le parti Vox. Jusqu'à la petite sortie en Italie, au Grexit en Allemagne, au Grexit en Grèce, l'UE s'effondrerait et l'OTAN serait tuée sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et ce n'est pas tout. Maintenant que l'OTAN a disparu, il n'y a désormais plus d'organes d'application pour le Fonds monétaire international, le FMI ou la Banque mondiale. Désormais, les acteurs financiers qui dépendent du bélier de l'état de sécurité nationale seraient fondamentalement impuissants face au gouvernement du monde entier. Ainsi, de leur point de vue, si l'armée ne commençait pas à censurer Internet, toutes les institutions et infrastructures démocratiques qui ont donné naissance au monde moderne après la Seconde Guerre mondiale s'effondreraient. Vous venez donc de raconter une histoire remarquable que je n'ai jamais entendu personne expliquer de manière aussi lucide et précise que vous venez de le faire, mais est-ce que quiconque à l'OTAN ou au département d'État a fait une pause en instant et a dit d'attendre une seconde? Nous venons d'identifier notre nouvel ennemi, la démocratie au sein de nos propres pays. Je pense que c'est ce que vous dites. Ils craignaient que le peuple, les citoyens de leur propre pays n'obtiennent ce qu'ils voulaient et ils sont entrés en guerre contre cela. Oui. Depuis 1948, l'un des parrains de la CIA, George Kennan, 12 jours après avoir truqué les élections italiennes de 1948 en bourrant les urnes et en travaillant avec la foule, nous avons publié un mémo intitulé L'inauguration d'une politique organisée. Nous à la CIA venons de truquer les élections italiennes. Nous avons dû le faire parce que si les communistes gagnaient, peut-être qu'il n'y aurait plus jamais d'autres élections en Italie. Nous avons besoin d'un département de sale tour pour pouvoir faire cela partout dans le monde. Nous avons dit que nous avions un département de sale tour pour pouvoir truquer les élections, pour pouvoir contrôler les médias, pour pouvoir nous mêler des affaires intérieures du pays. Alors les amis, vous l'aurez compris, lorsque Macron nous expliquait être en guerre, c'est nous qu'il visait. En réalité, cela va peut-être vous paraître étrange, ce que je vais dire, mais c'est un mal pour un bien, car cela nous permet d'ouvrir les yeux sur des centaines d'années de manipulation. Cela nous permet maintenant, à l'échelle mondiale, l'éveil des peuples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous invite vivement à vous abonner sur la chaîne Odyssée que vous trouverez en lien sur notre chaîne. Et si vous souhaitez signer la pétition de Toxin, vous pourrez trouver le lien juste sous cette vidéo. Je vous remercie de tout cœur de nous suivre et n'hésitez pas à commenter, liker et partager si celle-ci vous a plu. En attendant, prenez soin de vous.